et des évolutions échographiques, bien sûr, et des évolutions avec le supersonique. Donc vous savez que la grande nouveauté de ces dernières années en pathologie hépatique, c'est la possibilité de faire du diagnostic des hépatopathies diffuses, et notamment de la fibrose et de la cirrhose, en utilisant des mesures de dureté hépatique. Donc, on commence simplement avec la technique supersonique, et on a cette année la première validation avec la technique Shareware, publiée dans Hepatology, de la possibilité de diagnostiquer de la fibrose et de la cirrhose avec la dureté. Donc c'est une étude sur 120 patients, c'est encore une petite étude, il y en a des plus grosses à venir, qui comparent supersonique et fibroscan en utilisant comme référence la biopsie. Alors, deux choses intéressantes dans cette étude. Tout d'abord, on voit les performances ici du supersonique, ici du fibroscan. Les performances du supersonique qui sont tant en sensibilité qu'en spécificité autour de 90%, que ce soit pour faire un diagnostic de fibrose significative, de fibrose sévère ou de cirrhose. Et on a l'impression que ces performances sont supérieures à la technique qui est actuellement la technique la plus utilisée, mais on va voir qu'elle a d'autres limites, qui est le fibroscan qu'utilisent les hépatologues. Et puis, le deuxième intérêt de cette étude, c'est qu'elle nous donne des cut-offs, des seuils de détection relativement clairs, puisqu'on est à 7 pour la fibrose significative, à presque 9 pour la fibrose sévère et à un peu plus de 10 pour la cirrhose. Donc, on a maintenant un outil avec des seuils qu'on peut utiliser et qui est validé dans la littérature. Donc, les avantages qu'on a retirés de ces papiers et de notre expérience, c'est qu'on a vraisemblablement, avec la technique supersonique, des performances supérieures à celles que l'on a avec la technique d'origine qui est le fibroscan, qu'on a une bonne reproductibilité, ça a été bien montré par la même équipe, avec des coefficients de corrélation qui sont très proches de 1, à la fois en inter-observateur et en intra-observateur. Donc les mesures sont reproductibles. Les petits bémols pour le moment, il y en a deux. Tout d'abord, c'est comme d'habitude testé sur du virus C, parce que c'est le plus simple. On aura vraisemblablement quelques autres difficultés et des seuils peut-être différents quand on aura des hépatopathies d'origine alcoolique et des NASH d'origine stéatosique ou dysmétabolique. Et puis, on a, ce qui est assez surprenant, un taux d'échec qui est équivalent au fibroscan. Alors, on sait que c'est une des limitations du fibroscan chez les patients avec un BMI élevé, on est limité. Et là, on a l'impression de retrouver un petit peu les mêmes limites avec le supersonique, ce qui n'est pas tout à fait la pratique que l'on a. Quoi qu'il en soit, là, il y a trois groupes qui travaillent beaucoup et qui ont déjà acquis pas mal de données à Bordeaux, à Grenoble et à Angers. Et je pense qu'on va avoir des grosses séries dans les années à venir et on pourra affiner les choses. Donc, je vais forcer de montrer quelques images quand même. Ce qui est assez intéressant quand on arrive à imager effectivement avec la technique supersonique la fibrose, c'est qu'on se rend compte qu'on a les mêmes images que ce qu'on a en macroscopie. Hein. Quand on coupe les foies, en fait, on a cette espèce d'image très hétérogène de la fibrose, qui n'est pas un bloc unique, mais qui est quelque chose qui est hétérogène dans le foie. Et puis pour illustrer les limites, on n'a pas ce sentiment, parce que vous voyez qu'ici on avait une belle couche d'acide, ce qui rend une mesure en fibroscan totalement impossible, alors qu'en supersonique, ça pose strictement aucun problème. Quand on parle de dureté, j'utilise toujours cette diapositive parce qu'il faut toujours être prudent. Hein. Ce qu'on mesure, c'est pas la fibrose. Hein. On ne mesure pas la fibrose, on mesure la dureté du parenchyme hépatique. Il faut faire bien attention aux mesures que l'on a et à l'interprétation qu'on en fait. Et il y a plein de choses qui vont mesurer la dureté du foie. Le foie, c'est un gros organe qui est perfusé par plein de systèmes différents. Donc certes, la matrice extracellulaire, l'architecture, c'est ce qu'on fait dans la fibrose, hein, va modifier la dureté hépatique, mais toute une infiltration cellulaire, tumorale par exemple, ou inflammatoire, va modifier la dureté du foie, et tout ce qui va modifier la pression autour ou dans le foie va modifier la dureté. Donc il faut se méfier, la congestion hépatique par une insuffisance cardiaque, une cholestase, une inflammation, une hépatite, une hépatite aiguë, va modifier la dureté du foie. Donc il faut toujours être extrêmement prudent quand on a une dureté modifiée. Après ces petites réserves, maintenant il faut passer à la clinique. Et, quoi ça va nous servir? Alors ça nous sert déjà tous les jours et depuis des années à faire le diagnostic non invasif de fibrose. Vous savez qu'on ne fait plus ou très peu de biopsie hépatique. Ça va nous servir à suivre l'évolution de la fibrose, puisque maintenant il existe des traitements antifibrosants, donc on a besoin de suivre l'évolution de la fibrose et on ne peut pas répéter des biopsies, donc on répète des mesures de dureté. Mais surtout, moi l'intérêt que j'y vois, c'est qu'on a enfin une mesure de dureté sur un module d'échographie. Donc on va pouvoir faire des mesures de dureté chez des gens qui n'entraient pas dans le circuit pathologique. C'est-à-dire que pour avoir une mesure de fibroscan, donc pour avoir une
un diagnostic d'hépatopathie, il faut déjà être fléché, il faut aller en consultation d'hépato, avoir son fibroscan, et là, on va éventuellement faire le diagnostic. Or, on sait très bien que dans la population générale, on a environ 0,5% de la population qui a une cirrhose, qui n'est absolument pas connue, et 2% de la population qui a une hépatopathie significative, qui a une fibrose significative, qui n'est absolument pas connue. Ça fait quelques centaines de milliers de patients, et qui vont avoir les conséquences de l'hépatopathie chronique. Ces gens-là vont aller à l'hypertension portale, vont saigner, vont mourir de leur saignement, vont faire leur carcinome hépatocellulaire. Donc ces gens-là, il faut les récupérer très tôt et les mettre dans la filière hépato. Et là, on a un outil, puisque tout patient maintenant a une échographie à un moment de sa vie. Pour un ongle incarné ou un petit doigt qui s'est fait mal, ils ont le droit à l'échographie total body. Et à ce moment-là, si on peut prendre les gens et les mettre dans le circuit pathologique, on va véritablement rendre service à ces patients. Alors, il y a certes les lésions diffuses, mais il y a aussi les lésions nodulaires. Alors, on a enfin le travail d'Émeric Guibal, qu'on a vu plusieurs fois publié dans différents congrès, qui là va sortir dans European Radiology, donc vous pourrez vous régaler en regardant toutes ces données. C'est vraiment une grosse série, 160 lésions, avec toujours un taux d'échec qui reste un petit peu élevé, qui est un petit peu embêtant, mais cela étant, on commence à avoir des choses intéressantes. Donc, la première chose à retenir, c'est que la dureté d'une lésion n'est pas spécifique de cette lésion. C'est-à-dire qu'une valeur de dureté n'est pas égale à une lésion. Ça ne marche pas. Ce qui est normal, puisque pour un type de lésion, il y a plein de types histologiques différents. C'est assez logique. Par contre, on a quand même des grandes tendances. Un hémangiome, un adénome, de la stéatose focale, c'est plutôt mou. Une HNF, un cholangiocarcinome, des métastases, c'est plutôt dur. Donc, certes, on n'a pas une dureté, une lésion, mais on a quand même un élément d'orientation. Si par exemple, chez une femme de 60 ans, vous faites une échographie pour une raison X ou Y, vous découvrez le classique nodule de 15 mm hyperéchogène, si vous mettez l'élastographie dedans et que le nodule est dur, vous ne jetez pas comme d'habitude en disant c'est un hémangiome, au revoir madame. Peut-être qu'il faudrait faire un autre examen. Donc on a une petite richesse sémiologique supplémentaire dont il ne faut surtout pas se priver. Et puis il y a deux situations où là, ça rend vraiment service. C'est adénome et hyperplasie nodulaire focale. Vous savez que c'est l'éternelle question, compte tenu de la prise en charge extrêmement différente chez des femmes souvent jeunes. Et là, on a des duretés d'HNF qui sont très nettement supérieures aux duretés d'adénome. Ça, c'est clair et ça marche bien. Autre situation où c'est clair et où ça marche bien, c'est cholangiocarcinome CHC. Donc ça marche aussi très très bien. La situation est moins fréquente. Alors maintenant, on va passer un petit peu au cas pratique. Donc c'est Madame Z, c'est récent, ça a moins d'un mois. Elle vient pour douleur abdominale, je crois, je ne sais pas, évidemment. Donc elle a son échographie et on trouve le nodule qui n'a bien sûr rien à voir avec la douleur abdominale, on est bien d'accord. Donc ce petit nodule, très discrètement hyperéchogène, pratiquement isoéchogène, mesure de dureté, vous voyez le nodule, c'est rouge, c'est dur, le foie autour est bleu, de dureté normale. Donc on a une petite lésion quasiment isoéchogène dure. Dans la foulée, l'échographie de contraste, cette petite lésion qui était relativement profonde, mais qu'on voit bien, moi j'insiste toujours, cet appareil fait du très très beau contraste. Donc vous avez l'arbre, on n'est pas en rayon de roue, parce qu'on ne la coupe pas en centrale, mais on est latéral. Donc vous avez l'arbre, la prise de contraste au temps artériel avec la vascularisation artérielle, l'arborescence classique. Bon voilà, je ne vais pas vous faire l'affront de vous refaire la sémiologie. Donc chez cette dame, on a la clinique, l'aspect en échographie, la dureté lésionnelle, l'échographie de contraste. On peut faire un diagnostic en un temps d'hyperplasie nodulaire focale. Je dois avouer que c'est relativement satisfaisant. Alors, comme les JFR cette année, c'est l'année de la radiologie interventionnelle, je suis senti obligé de mettre en avant quelque chose que j'utilise beaucoup et qui marche bien avec le supersonique, parce que, je le répète, l'échographie de contraste, je trouve qu'elle est vraiment très très belle avec cet appareil. C'est ça, c'est le patient carcinome hépatocellulaire traité, déjà traité, carcinome hépatocellulaire, et puis on découvre ça lors du suivi, petite boule dans le segment 1. Ça, on a 99 chances sur 100 pour que ça soit une nouvelle lésion, mais ça c'est intraitable, parce que pas visible sans injection, pas visible en écho de contraste standard, et là, si vous avez un appareil qui fait correctement de l'échographie de contraste, vous allez sauver la mise. En plus, on peut mettre la petite croix, c'est super bien. Donc c'est par ici, et touch, on a la lésion qui s'allume. Et là, on peut traiter le patient. Donc l'aiguille arrive, elle est posée ici avant, c'est que c'est du segment 1, et on pique sous contraste. Alors, je ne peux pas vous donner le résultat, parce que le patient est programmé pour sa radiofréquence mercredi prochain. Donc je vous raconterai l'année prochaine.
Donc juste pour finir, parce que j'ai pas pu résister, ça a été installé sur la machine il y a 3 semaines. C'est le Doppler ultrafast sur la sonde courbe basse fréquence. Alors, je ne vais pas vous dire à quoi ça sert. Par contre, je peux vous dire comment ça marche. Puis je peux vous dire les idées que j'ai. Ça va très vite. L'acquisition, c'est ça. Donc on vous l'a montré tout à l'heure. Ça fait ça. Pouf, 2 secondes. Donc ça, 2 secondes sur le pédicule, on arrive toujours à le faire, chez tous les patients. Donc plutôt que d'avoir à se demander s'il respire pas, etc., maintenant on a tous tendance à faire ça. On fait ça, et puis après, tranquillement, on prend nos mesures. Et à chaque fois qu'on a besoin de mesures artérielles ou veineuses dans le tronc-porte, actuellement, c'est ce qu'on fait. Donc, je ne sais pas si on s'en servira systématiquement. Je pense que chez les gens âgés, oui, parce que c'est beaucoup plus facile. En suivi de greffe, vraisemblablement, dans les rendus ossellaires, on a une grosse cohorte de rendus ossellaires, on gardera vraisemblablement les données comme ça. Bon, voilà, c'est vraiment tout frais. Et puis, je termine avec cette diapositive parce que celle-là, elle m'a bluffé. C'était un patient, donc venait juste d'installer. Si Henri venait juste d'installer la machine, donc on essayait et on avait une ponction à faire. On fait une ponction, la tumeur était là. Donc l'idée était de voir, est-ce que le Doppler ultrafast peut nous servir à quelque chose dans les tumeurs? Est-ce qu'on voit mieux la vascularisation, etc. Donc ça, je peux vous répondre, non, on ne voit rien. Par contre, du coup, on a fait la mesure et on a vu ce truc-là apparaître. On ne voyait absolument pas un Doppler normal, on ne voyait rien, on ne voit rien. Et on a a posteriori mis le Doppler pulsé et vous voyez qu'on a un flux qui sort. Et en fait, c'est le trajet de ponction. Et c'est l'hémorragie le long du trajet de ponction. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert, mais l'outil, il est quand même impressionnant. Voilà, donc en synthèse, actuellement, l'élasto, on est d'accord, c'est validé pour faire le diagnostic de fibrose et de cirrhose. Et donc, je pense que l'idée, maintenant, elle est d'essayer d'envisager une espèce de détection chez les gens qu'on voit arriver pour une symptomatologie, quelle qu'elle soit. Vous avez vu, ça prend rien, ça prend 2 secondes. Pour les nodules, on a un élément sémiologique supplémentaire. Il faut faire attention, une valeur de dureté n'est pas un type histologique. Et ça marche très très bien pour différenciation HNF adénome. Ça, c'est un truc, ça sert tous les jours. C'est vraiment pratique. Et la conclusion générale, moi, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression de réenrichir la sémiologie échographique avec plein de nouvelles choses. Et on est en train de repasser de notre pauvre petit rôle de détection en échographie à un rôle de caractérisation, que ça soit en un temps ou que ça soit même comme deuxième avis d'expert après une imagerie en coupe. Et ça, je dois avouer que c'est assez sympa. Voilà, je vous remercie de votre attention.